Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, j'espère que tout fonctionne bien techniquement et on va passer un bon moment ce midi pour vous parler de Veterinary Meeting Expo qui s'est déroulé à Orlando donc mi-janvier et auquel j'ai assisté pour la 6e fois. Donc le but de cette restitution, c'est vous faire une petite synthèse pour pouvoir vous dire ce que j'ai pu voir d'intéressant, les grandes tendances, les innovations, puisque c'est en général mon scope d'intérêt, et puis quelques produits qui ont été présentés aux États-Unis, qui peut-être prochainement arriveront chez nous. Il y a souvent un petit peu de décalage dans diverses molécules. Bonjour à toutes et tous, je vois que ça rentre dans le chat comme d'habitude, donc n'hésitez pas, c'est un endroit où vous pouvez poser des questions si vous en avez. J'essaierai de les traiter à la fin. Comme d'habitude, on est ensemble pour une petite heure, si tout se passe bien. Après, si ça dépasse un peu, on pourra continuer un petit peu. L'idée, c'est de vous laisser repartir vers 13h30 pour que vous puissiez reprendre les affaires courantes, pas mal retourner en consul, d'autres au bureau. Donc, bonjour à toutes et tous. Je vous rappelle une petite chose, c'est que tous ces webinars, parce que je reçois quasiment à chaque fois que j'en fais un petit message qui dit « je peux pas être là, je suis occupé, je suis en réunion, j'ai une autre formation, je ne sais quoi ». Donc, ils sont tous disponibles sur la chaîne YouTube Veto Network. Donc, il vous suffit, je vous mets le lien dans le chat, il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube et au pire, si vous ratez un webinar ou si vous n'êtes pas dispo en live, vous pourrez le revoir en général une semaine après, le temps de faire un petit peu, alors pas de montage, mais de mettre en place tout ça. Vous aurez aussi la possibilité, pour ceux qui préfèrent le son, alors ça manque un petit peu d'image, mais d'aller écouter ces webinars sous forme de podcast. Je vous ai mis aussi là les podcasts, ça marche de mieux en mieux. Vous allez voir, là aussi, je vous recommande de vous abonner. Je vais tester de faire des petites capsules un peu plus courtes qui animeront la chaîne podcast entre les webinars. Donc, n'hésitez pas là aussi. De quoi on va parler aujourd'hui? Bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas trop le Veterinary Meeting Expo, vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Les tendances que j'ai pu noter, et c'est vrai que là, un des intérêts d'y aller tous les ans, depuis 6 ans, c'est de comprendre un peu ce qui se passe et de voir ce qui monte, ce qui descend et comment ça évolue là-bas de l'autre côté. Les innovations, quelque chose marquantes, il n'y a peut-être pas de choses spectaculaires, mais des choses quand même intéressantes et qui nous montrent un petit peu où on va. Et puis, comme je vous disais, quelques produits. Et puis, si vous avez des questions, comme je vous dis, vous n'hésitez pas à les poser. Je vous mets également le lien, la newsletter qui complète un peu tout ça. Si vous aimez suivre l'actualité de l'innovation vétérinaire, vous êtes presque 2100 maintenant à qui j'envoie ça 1 ou 2 fois par mois. Ça dépend un peu de la rapidité. Donc, n'hésitez pas là aussi à vous inscrire. Pour me présenter, je suis Grégory Santaner, vétérinaire de formation, explorateur, comme le dit cette diapo, donc la possibilité d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs et puis vous partager ça, ce que j'aime particulièrement faire. Le prochain webinaire, et c'est un peu une innovation. Alors, le prochain, vous savez, j'essaye de tenir le rythme tous les mois et c'est vrai que des fois, ça a du sens, des fois, ça en a moins. Donc, il n'y aura pas de webinaire Veto Network au mois de mars pour 2 raisons. D'abord, parce que je suis un peu débordé au niveau planning professionnel et donc une petite pause s'impose. Et puis, je n'avais pas d'idée qui me venait précisément et donc, je me suis dit, je vais leur demander. Alors, j'avais 3 idées. En fait, une idée de vous reparler de notre book LM sur lequel j'avais, bonjour Claude, et les chiens, les chats, je vois qu'il y a du monde devant l'écran. Donc, 3 sujets de webinaire possibles pour avril prochain. Un sujet qui pourrait parler de notre book LM, qui est un outil vraiment de plus en plus extraordinaire au fur et à mesure que je le travaille, un outil d'IA générative, mais dans un cadre sécurisé, on va dire. J'avais déjà fait un webinaire dessus en octobre, mais c'est vrai que cet outil-là progresse tellement vite que ça me donne envie de vous en reparler. J'ai animé des ateliers auprès des confrères marocains ce week-end et ils étaient épatés de ce qu'on pouvait faire avec. Un deuxième sujet qui pourrait tourner autour de la notion d'identité numérique. Et pourquoi c'est important? Parce que là aussi, en discutant de plus en plus avec des consoeurs confrères, je m'aperçois qu'il y a un manque de ce côté-là et toujours dans les banques, un sujet qui pourrait tourner autour de
l'IA et comment mettre en place une charte qui régule un peu les usages de l'IA dans une clinique vétérinaire. Alors, je vais faire un petit sondage et c'est vous qui allez. Alors, je vous dis pas décider parce que je vais quand même avoir mon petit mot à dire, mais voilà, si un de ces sujets-là vous intéresse, votez pour. J'ai lancé le sondage, j'espère que ça marche. Ouais. Si aucun des trois vous intéresse, vous avez le droit de voter aussi pour ça. Et puis, bah, moi, je m'adapterai en fonction de vos appétences pour les sujets et de ma propre appétence à moi. Salut Steph, je vois que tu viens d'arriver. Tu peux voter pour le webinaire d'avril. Tu vois, c'est une nouveauté que je fais, c'est de demander. Bon, on voit qu'il y a Notebook LM qui a l'air de vous intéresser. Ça tombe bien, parce que c'est un peu mon sujet préféré aussi. Je vais couper l'enquête. Et puis, je note quand même que la charte IA a son petit mot à dire. C'est bien, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on gagne en maturité. Donc, je vais terminer et fermer l'enquête. Donc, c'est noté, probablement Notebook LM, et je garde la charte IA sous le coude, parce que j'ai vu que ça vous intéressait. Ça tombe bien, j'ai prévu d'écrire des articles sur ça. Le groupe WhatsApp aussi, pour ceux qui n'y sont pas, mais je pense que vous êtes un certain nombre à y être. Donc, c'est bientôt 400, en fait. Là, je pense qu'on va dépasser le seuil prochainement, avec la possibilité voilà, d'avoir de l'actu un peu fraîche. Et puis, bah, quand je suis en déplacement dans des événements comme ça, j'essaie de partager en live. Le prochain événement live, il y aura probablement le Vet Symposium de Royal Canin en fin avril et puis Vivatech en juin. Je pense les prochaines étapes connues. Il y aura peut-être des surprises entre-temps, mais bon. Le mot-clé de ce VMX, pour revenir à notre sujet du jour, c'est vraiment l'exploration. Et petit clin d'œil à Cap Canaveral que j'ai pu visiter avec Lucille Fraissinet et Philippe Parallon, qui étaient deux Frenchies avec moi au VMX. C'était super, voilà, c'était avant de repartir et je voulais juste partager quelques images de fusée et rappeler aussi que ce VMX, c'était un peu la dernière étape d'un long chemin qui a commencé au London Vet Show, qui s'est poursuivi à la VAC, ensuite à Florence, au CES à Las Vegas. Donc, je vous en ai parlé et vous pouvez le voir en replay sur la chaîne YouTube. J'ai déjà fait une restitution. Et donc, voilà, c'était assez intéressant parce qu'en 2 mois, ça donne un panorama assez pertinent de où on va dire, ou en tout cas en partie. C'était aussi l'occasion de vous partager, pour ceux qui étaient sur le groupe WhatsApp, mes aventures avec le fameux périple en train Las Vegas, Chicago, Washington, Orlando, qui m'a permis de découvrir l'Amérique sous un autre regard. Le VMX, du coup, Veterinary Meeting Expo, présent depuis 1982 en Floride. C'est un peu l'événement de l'année aux États-Unis avec beaucoup de monde et beaucoup d'exposants et beaucoup de nouveautés. C'est voilà, comme la VAC pour nous, mais en plus gros. Toujours 100 000 mètres carrés d'exposition déclarés, à mon avis un petit peu moins, je vous montrerai, j'en reparlerai. 680 exposants, 1000 heures de formation. Il faut être bien organisé, avoir des bonnes baskets. Pour ceux qui étaient, vous voyez de quoi je parle. C'est toujours sympa parce qu'on prend souvent un petit coup de soleil. En plus, vu le climat en France actuellement, c'était pas extraordinaire, mais un petit peu de ciel bleu et de soleil, c'est toujours pas mal. Et puis surtout, voilà, une ambiance, un peu de fête foraine au sens large du terme. Et puis une capacité, les Américains, voilà, on dit toujours le vent vient de l'Ouest et ça reste globalement vrai dans notre communauté vétérinaire et tout n'arrive pas chez nous, mais une partie des choses qui se passent chez eux se passent chez nous à plus ou moins long terme. Donc, voilà, c'est toujours aussi grandiose. Là, la photo que vous voyez avec cette salle de con, je crois, où il y a quelque chose genre 500 places, c'est les petites salles. En fait, il y a des grandes salles encore plus grandes où on peut avoir jusqu'à plusieurs milliers de participants, ce qui est normal. Hein, avec 3000 participants, bah, il faut pouvoir accueillir quand il y a des speakers un peu stars. À propos de stars, bah, c'est la tradition aux États-Unis. Le VMX s'ouvre toujours avec une star qui vient partager avec les vétérinaires. Et on avait l'équivalent comme un quasi Bercy, en fait, qui était là pour voir John Travolta, alors qui était un remplaçant seulement. C'était pas la personne attendue. La personne attendue pour la 2e année consécutive et qui ne peut pas venir, c'est Patrick Dempsey, le docteur Mamour de Urgence, pour ceux qui suivent ce genre de série. Donc voilà, comme d'habitude, sympa, petite interview, peut-être un peu moins punchy que Kevin Costner l'année dernière. Et puis, un petit coup de vieux personnel, et même pour lui, c'est que il était loin, hein, j'étais au fond de la salle et bah, il a une voix de personne de son âge et je crois qu'il a 73 ans, j'avais regardé sur le moment. Donc une voix un peu éraillée et c'est vrai que bah, John Travolta, pour
personne, c'est quelqu'un de un peu âgé, pour pas dire vieux. Et là, pour le coup, voilà, ça se sent. Après, il avait la pêche et il a été très sympa. Et c'était un moment sympa avant de commencer. Commencer donc à essayer de repérer les tendances, parcourir les allées du salon, avec une tendance qui est la tendance qui les rassure pas là-bas. Je vous avais déjà un peu parlé de ça l'année dernière. J'ai repris, je reprends toujours ma présentation de l'année précédente pour savoir un peu d'où on vient et qu'est-ce que j'ai raconté l'année d'avant pour pas vous redire la même chose au cas où. Je dirais que la différence, c'est que l'année dernière, ils étaient en train de commencer la descente du toboggan et maintenant ils sont dans le toboggan. Donc, on a une chute de l'activité en nombre de visites. Vous voyez un peu les stats, hein. Sur une année glissante, on a quasi 3% de visites en moins. Donc, ils étaient en train d'entamer la descente il y a un an et là, maintenant, ils sont dedans de manière durable. Le chiffre d'affaires global du marché, il est juste soutenu par des hausses tarifaires et clairement, alors, inquiétude palpable, c'est peut-être un peu gros de le dire comme ça, mais c'est un sujet qui est dans toutes les bouches en se disant, bon, OK, on a ce problème-là, comment on fait et comment on essaye de résoudre ça, de laisser passer l'orage aussi, parce qu'ils espèrent que c'est temporaire. Et donc, c'est vraiment le sujet existant chez eux. C'est un sujet qui peut nous inspirer, on va dire, parce que les quelques chiffres que j'entends de ci, de là, en France en tout cas, montrent qu'il y a peut-être des tendances similaires qui seraient en approche. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut paniquer, mais ça veut dire qu'il faut en tenir compte, en espérant que dans ce cas-là, le vent ne viendra pas trop de l'ouest. Voilà. Le scénario qu'ils ont toujours en tête, hein, qui est là pour le coup, j'ai globalement repris une illustration de l'année dernière que j'avais vue dans une conférence, c'est le fait qu'on se retrouve à avoir de moins en moins de visites et pour que ce soit soutenable dans un modèle américain capitaliste, à faire payer plus à ceux qui viennent et avec voilà, le risque d'avoir vraiment une démédicalisation d'une partie de la population animale américaine. On a toujours, sur les différentes SAS qu'ils ont, cette diminution des chiots et des chatons qui est ce qui est en train d'arriver un peu chez nous et qui donne des signaux un peu à surveiller. C'est-à-dire, voilà, moins d'animaux entrant dans le flux. On est aussi probablement dans la cuvette. Je m'explique. Quand on a un animal, en général, il y a un fort engagement du propriétaire à son arrivée dans le foyer parce que les vaccins, parce qu'on s'inquiète, parce que c'est trop mignon, etc. Ensuite, on a une baisse des visites à partir du milieu de la vie, enfin au cours du milieu de la vie de l'animal, et ça remonte quand l'animal devient âgé, parce que il a des maladies et des choses comme ça. Là, je dirais qu'on est probablement 2026. On est au moment où tous les animaux adoptés pendant le Covid sont dans leur milieu de vie, on va dire, en grosse moyenne. Hein, et donc, on a ce genre de choses qui jouent, c'est-à-dire ces animaux qui sont arrivés en flux, qui sont dans le moment où ils sont moins là, plus bien sûr les aspects économiques, géopolitiques qui n'incitent pas à consommer à fond. Donc voilà, certaines personnes en discutant, voilà, ils misent ça sur ça, ils misent aussi sur le fait que ensuite on va avoir la vague gériatrique qui va arriver d'ici 3-4 ans, et puis peut-être des conditions économiques de meilleure facture, et puis je dirais un peu les correctifs, ils sont conscients du fait qu'ils ont été peut-être un peu trop loin dans certains aspects tarifaires, et donc ils font plus attention à ça qu'avant. On va dire, c'est moins, ça va pousser jusqu'au ciel et on verra. Donc, quelque part, ça aura servi à ça. Je vois qu'il y a des questions qui sont posées dans le chat. N'hésitez pas à le faire. Je les mets en stock pour après et on les traitera à la fin ensemble. Enfin, je vous dirai ce que j'en pense parce que parfois, c'est juste des avis. Ce côté un peu prudent, il s'est même senti dans les allées du VMX. J'ai pris cette photo-là qui est un peu emblématique, hein, des allées parfois vides. Alors, clairement, il y avait plein de trucs pleins, mais pour autant, voilà, déjà même l'organisation, moins d'exposition, c'est-à-dire qu'on est passé de 3 jours d'expo à 3 jours et demi. Ils ont décalé, d'habitude l'expo n'ouvrait que le dimanche, alors que tout le samedi était consacré à des confs. Ils ont décalé l'ouverture de l'expo à, samedi midi, et ils la ferment maintenant désormais le mardi midi au lieu du mercredi midi. Donc,
quelque part presque un jour de moins. Donc, on sent que l'organisation aussi réduit un peu la voilure. Moins de formation, du coup, parce qu'un peu moins de temps. On est passé à 1000 heures au lieu de 1300 heures annoncées l'année dernière, et même moins d'exposants. Voilà, un petit 8% d'exposants en moins. Il y en avait 735 l'année dernière, 680, donc certains qui ne sont pas venus. Et aussi des exposants plus prudents, certains exposants qui étaient venus de... Alors, il y a toujours les gros, hein, voilà, qui sont là et qui ont des stands magnifiques, spectaculaires, mais d'autres exposants qui étaient présents avec peut-être plus d'ambition les années d'avant, qui ont fait un petit peu plus réducteur, probablement parce qu'on a un marché globalement plus prudent où les investissements des vétérinaires sont peut-être plus raisonnés, quoi. Ça aboutit à des choses qui sont toujours étonnantes pour nous venant de chez nous, mais bon, qui sait, peut-être un jour, j'avoue que je suis pas trop à l'aise avec ça, des solutions comme une entité qui s'appelle Team, T-E-A-M, et qui propose, alors j'ai pas trop compris au début, quand j'ai vu Healthcare Virtual Assistants, je me suis dit, bon, ok, c'est des chatbots, des choses comme ça. Non, en fait, c'est des vraies personnes. Alors, c'est bizarre d'appeler virtuel des vraies personnes. C'est tout simplement une boîte qui propose à des cliniques vétérinaires qui voudraient du personnel vétérinaire pour faire des choses qu'on peut faire sans être présent physiquement sur place. Donc, de décrocher téléphoniquement pour les rendez-vous, gérer les dossiers des animaux, faire des rappels, enfin, tout un tas de choses qui finalement peuvent être faites de manière déportée. Et bien là, ils proposent des personnels connaissant le domaine vétérinaire qui se trouvent en Philippines ou aux Philippines ou en Amérique latine et qui ont comme principal avantage d'être de la sous-traitance. Donc, quand on n'en a plus besoin, on peut couper le contrat et d'être surtout 50% moins cher que le salaire horaire américain. Donc là, voilà, on a des exemples très concrets d'adaptation à cette période un peu incertaine où plutôt que d'embaucher quelqu'un de manière un peu plus durable, on prend ce genre de personnel avec des dashboards démontrant voilà, le nombre d'appels qu'on peut prendre, le coût économisé sur la personne. Donc voilà, pragmatisme américain, je ne vois pas trop ça arriver chez nous, vu ne serait-ce que nos droits et nos législations, mais c'est des choses qui sont vraiment en ligne directe avec cette tendance de prudence de marché. Pour autant, il y a des choses qui explosent. Voilà, typiquement, Farmer's Dog, c'est ce qu'on appelle de la fresh food. Donc, c'est un aliment qui arrive sous forme frais, alors soit congelé, soit réfrigéré. Il y a plusieurs types de gammes et qui a la volonté d'être quelque chose de très... Vous pouvez aller sur leur site, hein, Farmer's Dog, vous verrez comment ça se présente. C'est ce qui était spectaculaire. Voilà, il y a le fait d'avoir ce genre d'aliment. On sent qu'il y a des petites gammes chez nous qui cherchent ce créneau-là, mais c'est surtout, je pense qu'ils avaient peut-être le plus grand stand, peut-être même plus grand que des géants comme IDEX ou comme Antec, ou qui traditionnellement ont les stands, ou même des géants du pet food comme Nestlé Purina ou Royal Canin. Donc voilà, cette petite marque entre guillemets, alors, qui n'est pas connue chez nous mais qui se développe beaucoup là-bas, avait le plus gros et le plus beau stand peut-être. On a le funéraire qui est en expansion toujours, plus d'opérateurs. Alors, je pensais de manière un peu cynique, est-ce qu'ils essayent de se rattraper au niveau croissance sur les animaux qui, de toute façon, eux meurent, donc sont obligés de visiter pour ça. C'est possible. Des nouveaux opérateurs comme Bridge qui apportent peut-être des urnes et des objets funéraires de qualité. Et puis, pour la première fois, en tout cas, je connaissais le concept de l'aquamation. Donc, l'aquamation, c'est je dirais peut-être le next step de la gestion du corps après la création. C'est le fait de dissoudre, en fait, dans un bain, je crois que c'est basique, très basique, de dissoudre le corps. Et ensuite, on va avoir un résidu qui peut même être utilisé comme fertilisant ou conservé. Donc, on a à nouveau la spécificité américaine, c'est-à-dire que eux, là-bas, j'en avais déjà parlé il y a quelques années, parce que je pense que la première année, c'est ça qui m'avait le plus surpris, de pouvoir avoir des fours de crémation à l'arrière de la clinique, en fait, dans un petit bâtiment, et de pouvoir faire ça chez soi. Par rapport à nous, c'est beaucoup plus structuré et réglementé. Et donc, maintenant, voilà, il y a ce genre d'appareil d'aquamation si certaines cliniques vétérinaires veulent pratiquer l'aquamation directement au sein de leur clinique. Donc
Voilà, funéraire en développement avec 10 douzaines de stands consacrés à ça, avec des objets funéraires, des bijoux funéraires, tout un tas de choses pour développer ce segment. Et puis peut-être l'autre chose aussi qui marche bien chez eux, après avoir parlé de choses qui sont un peu plus difficiles, c'est tout ce qui est médicaments sur mesure, ce qu'on appelle le compounding là-bas, en fait, c'est-à-dire la possibilité de passer commande, alors via des sites internet essentiellement, alors bien sûr ils n'ont pas les mêmes législations que nous, via des sites internet pour pouvoir avoir du médicament sous la forme qu'on veut, en fait, du liquide, de la pâte, de la gélule, du comprimé, petit, gros, carré, rond, tout ce qu'on veut, y compris d'ailleurs dans les goûts et les saveurs. On peut faire voilà, des médicaments avec un goût de caramel, de cheesecake, de saumon, de steak, de poulet, de fromage, de bacon. Enfin, voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas anecdotique, puisque 40% des médicaments vendus sur le marché américain au niveau vétérinaire sont de ce type-là, c'est-à-dire du fait sur mesure. Alors, avec souvent des choses qui s'apparentent un peu à ce qu'on a nous pour nos boutiques en ligne d'aliments, c'est-à-dire que les vétérinaires sont en lien en fait avec un site qui permet aux gens de passer commande ou avec l'ordonnance du vétérinaire, bien sûr, de certains types de médicaments pour avoir voilà, la demande sur la forme en fait et le choix, et de pouvoir aussi gérer le réapprovisionnement via des abonnements, des choses comme ça. Donc ça, c'est très eux. Donc marché par rapport à un marché déclinant, au contraire en très forte augmentation, comme je vous disais, 40% du marché, et surtout une croissance de marché entre 2025 et 2030 en moyenne de 8,3%. Donc voilà, grosse appétence des gens pour du personnalisé. Chez nous, pas la place pour ça pour l'instant légalement. Peut-être un jour, je trouve ça pas si mal en fait, parce qu'en plus en termes d'observance par rapport au fait de pouvoir faire des choses sur mesure, même si nos industriels du médicament vétérinaire travaillent bien pour la France pour observer, là on peut aller encore peut-être un peu plus loin. Je vais passer aux innovations et peut-être m'arrêter un petit peu plus dessus parce que, bien sûr, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et vous allez voir qu'il y a quelques trucs qui sont quand même un peu changeants. Donc, en attendant, surtout, n'oubliez pas, si vous voulez poser des questions, on verra ça à la fin. La première chose qui n'est pas réellement une innovation, puisque c'était présent aux États-Unis pour la première fois en janvier 2024, c'est arrivé en France chez nous. Vous êtes de plus en plus à connaître en tout cas le principe des Scribia, donc ces petits outils qui enregistrent les conversations en consultation et qui vont, ensuite en faire une retranscription, et on va pouvoir ensuite en faire des comptes rendus. Donc, pour rappel, 2024, janvier 2024, VMX 2024 plutôt, 3-4 scribes. Janvier 2025, l'année dernière, donc je ne sais plus, 25, 30 scribes, il y en avait partout, en fait, et dans ce cas-là, le marché fait le ménage, comme j'aime à dire, c'est-à-dire que on se retrouve à nouveau avec plutôt une toute petite dizaine d'acteurs, les gros ont survécu, les petits ont disparu. Il y aurait, je n'ai pas réussi à retrouver le chiffre, mais je l'ai entendu plusieurs fois, presque 40% des établissements vétérinaires aux États-Unis qui utilisent ce type de solution. Alors, je n'ai pas le détail de est-ce qu'ils l'utilisent tous les jours, tout le temps, est-ce que c'est ponctuel, est-ce que c'est juste ils ont pris un abonnement, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est probablement, en tout cas, de ce que moi je connais de l'histoire du monde vétérinaire, la solution technologique à l'adoption la plus rapide de ça. J'ai vu ta question, Emmanuel, sur le compounding, mais j'en reparlerai. On a déjà ça, mais on en reparle après. Donc voilà, pour revenir au scribe, on a cette solution qui est vraiment adoptée partout, probablement parce que c'est simple, c'est facile et ça fait tout de suite gagner du temps. Donc il y a pas beaucoup d'efforts et beaucoup de réconfort, si je puis dire. On a aussi un autre mouvement qui avait commencé un peu l'année dernière, on sentait que ça bruissait, ça y est, on y est, c'est l'intégration, puisque ces scribes ont un peu surgi de nulle part, se sont pas insérés au début dans les logiciels métiers. Là, maintenant, c'est le cas. Il y a des passerelles qui se sont faites assez naturellement entre les gros acteurs, ce qui explique aussi le côté sélectif. Et donc, on n'a plus, ou beaucoup
beaucoup moins la nécessité de faire des fameux copier-coller, alors qui n'étaient pas gravissimes, mais qui perdaient en fluidité. On a aussi des mouvements d'acquisition, avec par exemple Scribblevet, qui était un des acteurs initiaux du Scribia aux US, qui s'est fait racheter par un logiciel métier, Instinct. Et puis, on a du travail autour de comment bien faire marcher ces scribes-là, avec NXVet, qui est un petit micro qui existait déjà avant, et donc qui s'est un peu spécialisé dans le fait de faire de pouvoir fournir au scribe des micros qu'on met facilement avec juste un petit bouton. Donc vous avez, il faut imaginer, sur votre bureau ou à côté de votre table de consultation, vous avez un petit bouton sur lequel vous pouvez appuyer pour lancer l'enregistrement et ça synchronise avec votre scribe. Donc voilà, scribe, ça évolue, ça devient plus mature avec des choses qui font que ça s'améliore petit à petit. Je pense que c'est un chemin qu'on suivra aussi en France. La suite, en fait, l'étape d'après de ces scripts, c'est probablement ces agents IA. Donc, agents IA téléphoniques. Alors, ça s'inscrit dans le comment dire, dans la suite de cette problématique d'activité. C'est-à-dire qu'ils sont souvent sous-staffés, ils ont souvent pas mal de boulot, mais pour autant pas assez, et il y a une proportion non négligeable d'appels téléphoniques qui ne sont pas décrochés, parce que sous-staff plus boulot égale pas possibilité de décrocher en temps et en heure. Alors pendant longtemps, ça fonctionnait avec des systèmes de répondeurs, en fait. Il fallait rappeler les gens, et ils se sont aperçus que ça ne marchait pas parce que les gens appelaient ailleurs. Et donc, maintenant, on commence à avoir une forme de maturité à des réceptionnistes IA, en fait. Donc, peut-être vous avez été déjà vous-même confronté à ce genre d'outil, c'est-à-dire vous appelez une entité, ça décroche, donc vous n'êtes jamais mis en attente, mais par contre, ça n'est pas un humain que vous avez au bout du téléphone. Je dirais, voilà, ces solutions-là, techniquement, elles existent dans d'autres domaines depuis 2-3 ans. Là, on commence à avoir des entités qui se sont spécialisées dans le domaine vétérinaire parce qu'on a notre vocabulaire particulier, parce qu'on a le réglage du triage qui est particulier, dans le sens où si c'était une ASV qui répond, elle aurait la capacité à dire bah non, là c'est urgent ce que vous me racontez, je vais vous passer quelqu'un ou vous passer le vétérinaire ou vous donner un rendez-vous. Donc on a ces outils IA qui commencent à être plutôt pertinents, qui comprennent bien l'anglais, en tout cas, même mon anglais à moi qui n'était pas terrible, j'ai pu faire des tests sur plusieurs solutions pour voir, et qui, du coup, vont avoir la capacité, pour peu qu'il y ait une bonne intégration avec le logiciel métier, de faire prendre le rendez-vous si c'est simple, de donner le renseignement si c'est simple, ou de, par exemple, orienter vers, en disant patientez, je vais vraiment appeler un être humain pour discuter parce que ce que vous me dites là nécessite d'être vu par un humain. Donc, il y avait, je dirais, 4-5 acteurs à peu près sur ce créneau-là. Ça m'a fait penser en fait au script de 2024, en fait. C'est-à-dire que je prédis que l'année prochaine, on en aura peut-être plus, à moins que ça devienne mature d'emblée. Voilà, ça démarre. Probablement qu'on aura les mêmes petits inconvénients que les scripts au départ, c'est-à-dire il faut que ça soit bien connecté à tout. Alors, dans un monde topissime, ça serait connecté au logiciel métier. Comme ça, si la personne appelle, le numéro est repéré et l'IA peut savoir qui c'est, peut avoir peut-être l'historique de l'animal, peut aller choper les petites notes que nous, on met dans les dossiers en disant « Attention, cette personne-là est vite inquiète, lui donner facilement rendez-vous » ou ce genre de choses. Doit être connecté aussi au logiciel de gestion de prise de rendez-vous en ligne, si vous en avez un, parce que ça permet de simplifier les choses. Et puis, l'autre chose qui est assez intéressante, c'est que la plupart de ces systèmes proposent un dashboard, en fait, une console d'administration où on a le total de tout ce qui a été capté, en fait, comme appel. Bien sûr, ça permet aussi de capter des appels qui se dérouleraient en dehors des horaires d'ouverture. Après, je pense que ces outils-là, ça méritera d'être bien étudié. D'abord, pour vérifier que c'est pertinent, mais je pense que ça le sera. Je ne suis pas trop inquiet là-dessus. C'est plus le modèle économique de comment ça se passe. Il y en avait plusieurs en course. Il y en avait où c'était à la minute. Il y en avait d'autres où c'était au forfait. Donc là aussi, ça dépend un peu de qui vous êtes, de ce que vous faites de ce côté-là. Donc, en tout cas, à suivre, parce que je pense que les scribes ont eu une acquisition rapide. Ces outils-là deviendront là aussi des éléments de notre quotidien assez facilement. Autre chose et plus spectaculaire, parce que là aussi, c'est de la techno connue, on va dire. Je vous en avais même fait
des démonstrations et je fais joujou avec de temps en temps à titre personnel pour voir un peu, comment ça marche, c'est la notion d'avatar en fait. Donc les avatars, comment ça se passe? En fait, vous filmez pendant pas longtemps, 2-3 minutes, et ensuite on est capable de vous recréer en vidéo pour vous faire dire tout et n'importe quoi, j'allais dire, mais non, pour vous faire dire ce que vous avez envie de dire, sans avoir à refaire, sans avoir à refaire une vidéo et en mettant le décor qu'on veut et en vous en dire ce qu'on veut. En fait, voilà. Donc là, c'est la première fois que je voyais une entreprise, The Veterinary Marketing Firm, qui se consacrait à faire ça spécifiquement pour les vétos, donc en ayant personnalisé les choses, donc avec l'idée la suivante: vous vous filmez une fois dans de bonnes conditions, vous transmettez la vidéo à cette entreprise et ensuite elle va se charger de produire des contenus pour Instagram, pour TikTok, pour Facebook, pour YouTube, avec des vidéos plus longues où vous allez, enfin votre avatar, pas vous, va parler de santé animale, de sujets qui vous concernent, de sujets peut-être que vous faites en fait chez vous. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça se place là aussi dans un contexte de communication. On va dire, c'est-à-dire comment être plus visible, comment aller accrocher les clients quelque part. Donc on a ce genre de choses qui est assez intéressant. De mémoire, on était sur du 700-800 $ par mois pour une douzaine de vidéos, dont une vidéo longue. Donc on a vraiment quelque chose qui vraiment permet d'envoyer du lourd. Point hyper important, parce que c'est forcément la question, où est la voix aussi, pour Marine qui pose la question, ça marche aussi pour la voix en fait. Donc votre avatar et vous, et à votre voix, votre intonation, enfin, suit vraiment bien les choses. Il y a des choses très abouties maintenant. Et donc, dernier point, c'est bien sûr, vous allez produire une douzaine de vidéos et il est prévu dans le flux de travail par rapport à ces outils-là que bien sûr, vous soyez le validateur de ce que vous allez dire. Ça me paraît normal, mais d'un autre côté, c'est mieux en le disant, même si c'est évident, parce que sinon, imaginez si les propos n'ont pas de rapport avec vous, sont trop génériques. Donc, on a vraiment la capacité à créer du contenu qui est le plus personnalisé, qui va permettre de pousser de la communication sans y mettre trop d'investissement en temps et en argent. Voilà, quand on sait ce que peut coûter un tournage pour ce genre de choses. Et là, surtout avec la possibilité de pousser du contenu très régulier de manière vraiment précise et avec ce genre de choses. Alors, typiquement, ce genre de solution, j'étais persuadé que ça arriverait un jour ou l'autre, mais je ne pensais pas que ça serait si tôt. On va passer à des choses un peu plus médicales. On était dans la com, le numérique, mais il y a aussi de l'innovation dans le médical. Alors, c'est un peu la suite de ce que je vous avais présenté l'année dernière avec IDEX, qui sort un test qui s'appelait l'année dernière Cancer DX et qui annonçait la possibilité de dépister plusieurs semaines, voire plusieurs mois en avance, le lymphome canin. Bien sûr, j'avais été les voir à la fin l'année dernière en disant: vous avez appelé ça Cancer DX, je présume que vous avez d'autres idées en tête que juste le lymphome. Et il m'avait bien évidemment dit que c'était le cas. Et donc, je pense qu'ils vont en annoncer un par an ou deux par an. Et cette année, donc, ils ont annoncé l'arrivée en 2026 dans le panel Cancer DX. Donc, c'est toujours la même et unique prise de sang d'un Cancer DX qui va donc dépister le lymphome et le mastocytome. En fait. Donc, sur le mastocytome, ils n'ont pas donné de chiffres. Sur le lymphome, pour rappel, voilà, on était à des chiffres qui sont quand même pas mal, 79% de sensibilité, 99% de spécificité, des résultats en quelques jours. Et comme je vous disais, voilà, je pense qu'ils vont rajouter du cancer au fur et à mesure. La cytologie, c'était aussi intéressant. On sent que voilà, il y a le VetScan Imagist, il y a Ovacyte, il y a IDEX avec sa nouvelle techno. J'ai eu la chance, un peu par le hasard, mais de pouvoir discuter avec le big boss du VetScan Imagist US, donc monde. Et c'était super parce qu'il était vraiment passionné par son produit et au-delà du discours commercial. Ensuite, il m'a expliqué voilà, que 25% des cliniques aux US ont le VetScan Imagist, qui montre vraiment ce développement de la cytologie assistée par IA. Il m'a même parlé d'une clinique qui m'a épaté, où ils sont 2 vétos et avec
non-veto. Alors ça, c'est le ratio américain-US, 1 pour 5. Alors dans les 5, il y a du technicien vétérinaire, de l'ASV, du réceptionniste. Mais 1 pour 5, c'est courant là-bas. Et donc ces 2 vétos-là ont 3 VetScan imagistes à eux tout seuls. Alors je dis, mais pourquoi? En fait, ils en font tellement, 50 à 60 par jour, que ça met 12 minutes le résultat, et donc ça va pas assez vite pour le rythme de consultation. Donc c'est voilà, c'est assez fascinant de voir comment là aussi une innovation peut prendre sa place et finalement être utilisée de manière significative, voire massive par certains. Pour rappel, pour ceux qui suivent un peu moins ça, la cytologie assistée par IA, d'une façon ou d'une autre, vous faites un prélèvement qui va être scanné ou reconstitué en 3D. On ne va pas s'attarder sur la techno aujourd'hui. Et ça va vous analyser ça pour définir quel type de cellules et vous assister dans le diagnostic. Donc, avec des temps d'analyse qui sont assez courts, en dessous du quart d'heure dans tous les cas, et des comptes rendus qui sont magnifiques d'ailleurs visuellement. Donc on change un peu de dimension par rapport à nos yeux sur le microscope et des comptes rendus plutôt oraux. Autre innovation, et cocorico, parce que c'était des Français qui sont venus pour la première fois au VMX, donc l'équipe d'Invoxia. Donc Invoxia, pour rappel, un biotracker pour chiens. Alors, je vous en reparlerai peut-être dans les mois qui viennent parce que j'ai équipé la chienne de notre foyer qui s'appelle River, qui est couchée là pas très loin de moi avec le collier il y a une dizaine de jours. Et je commence à vivre un peu ce que vit un propriétaire. Et en même temps, j'ai vu aussi l'autre interface, puisqu'ils ont eu la gentillesse de partager certains éléments avec moi, à savoir cette plateforme vétérinaire qui est désormais présente, en fait, où on peut suivre tous les chiens de la clientèle qui ont un collier Invoxia. On va suivre la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, et avec bien sûr des dépistages de tendances, d'anomalies. Il y a des publications de Valérie Chetboul, qui est au board scientifique d'Invoxia, qui sont très intéressantes là-dessus. Je pense qu'on en reparlera à la fois pour le dépistage des problématiques cardio-respiratoires, mais aussi peut-être pour d'autres choses. En particulier au niveau stress, douleur, il serait question de pouvoir, à partir de données cardio-respiratoires, dépister s'il y a des problèmes de ce côté-là. C'est sûr qu'on en reparlera. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont arriver dans ce domaine-là. Il y a d'autres acteurs majeurs qui se positionnent. Et là, pour le coup, je vous avais déjà parlé depuis 1 an et 2 ans même. Enfin, je vous en ai déjà parlé de Nestlé Purina qui déploie une gamme d'outils connectés. Alors, j'avais pu découvrir ça en avril-mai 2025 en allant à leur centre de recherche avec la litière connectée qui était déjà sortie, le collier connecté, la gamelle connectée qui était annoncée. Donc là, le collier connecté est disponible. La gamelle va pas tarder. Gamelle qui va tenir ses promesses et qui nous fait retrouver un peu ce que j'ai pu vous dire à propos du CES, c'est-à-dire la capacité d'identifier le chat qui vient manger, non plus avec sa puce, mais avec sa face, en fait, et avec la possibilité, à partir de photos de la face du chat, d'identifier quel chat du foyer, s'ils sont plusieurs, vient manger et comment il mange. On en reparlera parce que c'est évident que ça va un peu changer la donne. Là, ce qui est marquant, c'est vraiment ce côté, je vois une innovation au CES avec des Chinois de Schirbol, et en fait, 2 semaines après, la même innovation est déjà présente dans le monde vétérinaire, donc ça montre vraiment un côté accélérateur de tout ça. Sur la litière connectée, là aussi, pour en reparler un peu, c'est ce plateau qui se place sous n'importe quelle litière et qui va, avec 5 capteurs, dépister un peu qu'est-ce que fait l'animal dans sa litière. Soit il urine, soit il fait ses selles, soit il fait rien. Et ça donne des informations. Voilà, vous avez la petite courbe qui montre un peu ça. Je vais déjà présenté cette slide, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir une forme intime d'analyse de cette zone-là, ce qui est assez précieux. On a eu une super conf de Dr. Quimby, qui est prof à l'Université d'Ohio. Le lundi soir, pendant 1 heure, il y avait quand même 200 personnes, ce qui montre quand même l'intérêt pour ces outils-là, qui nous a expliqué où en étaient les recherches sur cet outil, et avec vraiment ce côté capacité de dépister des problèmes en amont, puisque là, vous voyez ce qui se passe, c'est-à-dire que chaque jour, on peut savoir combien de fois le chat a uriné, combien de fois il a fait ses selles, combien de fois il est allé dans la caisse sans rien faire. On peut suivre son poids, bien sûr, qui est aussi un indicateur hyper intéressant.
Et donc, au final, les usages de ces objets connectés, je vais tous les mettre dedans parce que c'est tous un peu les mêmes trucs. C'est détecter, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a d'anormal qui est en train de se passer. Confirmer, c'est-à-dire que voilà, on se suppose qu'il se passe quelque chose, mais on voudrait en savoir plus. Et puis suivi, c'est-à-dire on a un animal qui a eu un problème, on a mis en place des mesures correctives sous forme de traitement et on veut savoir est-ce que ça rentre dans l'ordre correctement. Typiquement, voilà, les SUF, les troubles urinaires et même les troubles défécatoires type constipation, on imagine bien que ça rentre dans ce scope. Nouveau produit pour finir un peu, parce que je vois que le temps passe, mais et encore, je vous ai pas dit tout, j'ai dû sélectionner et faire des sacrifices, mais malgré tout, voilà, quelques nouveaux produits qui pourraient peut-être être bientôt chez nous. Peut-être celui qui m'a le plus intéressé, c'est le Félicine. Alors, c'était surprenant à plusieurs titres. Il a été rebaptisé Sirolimus, alors que c'est juste de la rapamycine, dont on se souvient peut-être pour ceux qui étaient à l'école veto, comme une molécule voilà, qui n'est pas spectaculaire. Donc, un petit changement de nom pour faire ça peut-être plus fun. On a la CMH féline, donc ce trouble cardiaque qui concernerait un chat sur 7, selon les informations diffusées par le laboratoire PRN qui sort ce médicament, hein, Félicine CA1. Et avec, voilà, il faut attendre de voir, c'est comme pour tout, mais bon, la CMH, pour ceux qui sont en pratique, on sait bien que on n'est pas super content quand on découvre ça parce que même en mettant en place les traitements actuels, on fait que retarder l'échéance et on la retarde pas toujours longtemps. Là, ce qui est spectaculaire, comme vous voyez sur cette petite courbe, hein, sur 6 mois, là où quand on ne donne rien, on a un épaississement cardiaque qui est notable. Avec la félicine, non seulement il n'y a pas d'épaississement, mais il y a même une réduction de l'épaississement préexistant. Donc, à voir, mais certainement intéressant. Par contre, voilà, ils sont encore en suivi pharmacovigilance post-lancement pour être sûr que tout se passe bien. Petit détail aussi qui est quand même intéressant, c'est assez pratique dans une approche cat-friendly, une fois par semaine. On n'est pas sur un traitement quotidien. Donc voilà, traitement moins lourd, plus pertinent peut-être que ce qui existe déjà. Donc à suivre, mais intéressant. En dentisterie, il y avait pas mal de choses. Là aussi, c'est un domaine qui se développe de plus en plus avec des stands de plus en plus spectaculaires pour les acteurs de la dentisterie. Et ce que j'ai vu que je ne connaissais pas, alors les spécialistes en dentisterie vont peut-être dire, mais ça, gars, ça existe depuis des années, c'est la possibilité d'injecter de l'acide hyaluronique au moment où on fait des extractions dentaires qui sont un peu délabrantes. Et avec cet acide hyaluronique, alors je vous ai mis Périovive, mais il y en avait un autre dont je me souviens plus du nom. Quand voilà, on fait des petites injections en intra-gingival à l'endroit où on a fait les extractions et on a une meilleure récupération de la cicatrisation plus rapidement, moins de douleur aussi, hein, voilà, qui peut être un sujet quand on fait ce genre d'intervention qui peut être un petit peu délabrante, même quand on travaille bien. Donc voilà, à suivre. Peut-être qu'on a déjà ça chez nous, mais si on ne l'a pas, en espérant que ça arrive. 2 derniers sujets sur les nouveaux produits, ça va être plutôt dans l'alimentaire avec un peu la grosse surprise. Je vous ai parlé de Farmer's Dog un peu plus tôt. Et avec le fait que voilà, c'était une tendance qui prenait de la place. Et du coup, on a Royal Canin qui se propose d'arriver sur ce marché-là avec des aliments frais voilà, à mettre dans des congèles. Alors, ça pose la question de la chaîne logistique, de comment ça va se passer. Autre point, c'est des aliments frais plutôt sur du diète, en fait. Donc, j'ai dû rater un petit peu ma slide, mais peut-être sur du diète. Mais donc, c'est sur du diète avec 3 gammes qui vont pas tarder à arriver. Autre chose, donc, avec Proplan qui lance un nouveau probiotique. Donc, on connaît presque tout, je pense, le Fortiflora, qui a été quelque chose quand même qui a bien fait sa place ces dernières années. On a un nouveau probiotique, BL 999 pour son petit nom de mémoire, et qui va s'appeler Calming Care ou Calmi Soin quand c'est chez les Canadiens, vu qu'ils y tiennent. Donc, chez le chien comme chez le chat, des promesses de gérer le stress, l'anxiété, le bien-être, avec, comme toujours, plutôt des études à l'appui un peu costauds. Voilà, c'est aux États-Unis.
très probable que ça arrive chez nous prochainement parce que c'est un gros lancement pour Nestlé Purina et pour Proplan qui avait un très gros stand, qui était le stand où il y avait le plus de queues. Il y avait tout le temps une queue de 10 000 pieds de long parce qu'ils distribuaient une gourde très qualitative et que tout le monde voulait avoir. Donc, il y avait tout le temps une demi-heure pour accéder à ce stand et suivre le petit enseignement sur le Calvin Care et avoir sa gourde. On arrive au bout. Je vois qu'il y a quelques questions et je vais conclure et après, on prendra les questions. Pour rappel, je vous avais mis qu'il y avait des petits cadeaux pour ce webinaire. Donc, j'enverrai à tout le monde, tous ceux qui étaient inscrits, même ceux qui ne sont pas là, un lien vers un dossier où je vous ai mis des rapports que j'ai collectés pendant ce VMX. C'est sur le marché US, sur différents sujets qui sont assez intéressants. Et dans ceux qui sont là en live, je ferai un petit tirage au sort pour savoir qui veut bénéficier d'abonnement LinkedIn Premium. Je peux en offrir, donc autant qu'il serve à quelqu'un. Par rapport à ça, je vais faire un petit sondage pour savoir qui en veut, parce que ça sert à rien que je tire au sort des gens qui ne veulent pas ça. Donc, je vous laisse cliquer si vous voulez participer au tirage au sort. J'ai mis le petit sondage. Là, je vois qui veut ça. Et comme ça, je ferai un tirage au sort parmi ceux qui ont cliqué oui. Les autres, je vous laisse tranquille. Soit vous ne connaissez pas LinkedIn, soit ça ne vous intéresse pas. Et voilà. Donc, je laisse continuer à cliquer un tout petit peu pour ceux qui sont encore là. Allez, on va terminer l'enquête dans quelques secondes. Si vous voulez cliquer oui, il vous reste 1, 2, 3 secondes et c'est terminé. Donc, j'irai faire un tirage au sort. Je crois que vous êtes 25 à avoir cliqué. Donc, en gros, 3. Donc, une chance sur 8. Je vous tiendrai au courant. J'ai vos mails, donc je vous écrirai un petit mail. Donc, conclusion sur ce VMX 2026. Ça reste intéressant. Voilà, chaque année, je me dis j'y retourne pas. Donc, j'y retournerai en 2027. Je me suis déjà décidé. On a un marché qui se ralentit avec des conséquences visibles et concrètes. Peut-être s'inspirer de la surveillance pour freiner un petit peu sur certaines choses par rapport à eux qui ont peut-être freiné trop tard. Je pense en particulier aux hausses tarifaires. Des éléments intéressants avec la techno qui transite encore plus facilement qu'avant d'éléments non vétérinaires, non santé animale à nos éléments à nous. C'est une des premières fois, je pense, que je vois des innovations qui passent aussi vite du CES au VMX en quelques semaines. Et puis, je pense que, moi, je vous parle d'objets connectés depuis 10-12 ans, probablement. Et je pense qu'on commence à entrer dans l'ère de maturité. C'est-à-dire que, on a des acteurs sérieux, solides, scientifiquement, qui produisent des objets de qualité, qui peuvent vraiment apporter un plus aux animaux et à leurs propriétaires. Donc, à suivre, mais je pense qu'on va en reparler dans les années qui viennent et ça va probablement devenir une partie de notre quotidien de praticien. Dernière petite chose avant de passer à vos questions. Donc, vous rappelez que pour ceux qui n'y sont pas ou celles qui n'y sont pas, il y a le groupe WhatsApp pour continuer à échanger sur les innovations en santé animale. Et puis, donc, on va passer aux questions. Je vais basculer dans la session questions. Alors, on a toujours du mal à démarrer une session de questions. Voilà. Alors, quelques questions. Question de Yann. Salut Yann, qui est pour petite histoire, le mari d'une de mes associées. Donc, la hausse tarifaire nécessaire est une cause ou une conséquence de la baisse chez eux. Je pense que tu veux dire de la baisse des visites. Je pense que, alors, point de vue perso, je ne suis pas un expert du marché américain, mais je pense qu'ils ont poussé le curseur trop loin à vouloir faire des hausses tarifaires et en fait, ça a dérapé. On a eu un décrochage qu'on a un peu chez nous. Pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, je publie une fois de temps en temps la courbe INSEE de notre volume d'affaires et de notre chiffre d'affaires que vous retrouvez aussi dans la dépêche vétérinaire avec Kinetech qui publie ça et qui publie même des choses un peu plus fines. Et en fait, je pense qu'ils ont été trop loin en hausse tarifaire. On est tombé à un moment où, au niveau marché US, c'était un peu prudent et ça a décroché. Donc là, il faut qu'ils récupèrent ça, en espérant que ça répond à ta question. Emmanuel, salut, qui dit que le compounding, donc le fait de faire du médicament personnalisé, on en a déjà avec des entités comme Pharmacie Delpech. Oui, tout à fait, tu as raison. Ce que nous n'avons pas, nous, pour l'instant, c'est que d'abord, c'est beaucoup moins fluide. Voilà, il faut qu'on passe commande. Il y a beaucoup moins
de goût et de variation possible avec chacune des molécules. Et il n'y a pas, je dirais, la commodité d'usage où là, on a vraiment des choses aux États-Unis qui sont du même ordre que nos boutiques de vente en ligne d'aliments qui sont très fluides, où voilà, les gens passent leurs commandes, ça arrive direct chez le veto. Donc, c'est ça qu'on n'a pas. Mais le principe lui-même, je suis d'accord avec toi, on l'a. Michel qui me demande quelles sont les solutions qui sortent du lot. Je pense qu'au moment où tu as posé la question, on parlait des scribes. Les gros qui sortent encore du lot, on a Covette, voilà, avec qui j'échange régulièrement et qui fait sa place probablement pas loin d'être numéro 1. On a Scribnote qui est encore bien présent. Et les Vetrec aussi, là, ça me vient petit à petit, je repasse les allées. Donc voilà, on a ce genre de choses qui existent. Donc voilà, les très gros qui ont commencé tôt sont encore là. Il y a quelques petits qui sont un peu Apidoc aussi, voilà, qui a l'air d'être encore bien présent. Après, je pense qu'il y aura encore du ménage l'année prochaine et qu'il en restera quelques-uns. Marine, je vois que tu me posais la question des avatars, donc je t'avais répondu et là tu reposes une autre question, retour sur Covette. Mon retour il est positif, nous on l'utilise chez nous. Moi je trouve que c'est probablement la meilleure solution. Alors je fais pas un test tous les mois, mais c'est une solution qui fonctionne très bien. De toute façon, des solutions, il y en a plusieurs sur le marché français. On va faire comme le CSA fait, on va citer Covette, HVC Premium et Vetelai, par exemple, voilà, pour citer trois marques un peu connues. Faites-vous votre idée, en fait. La meilleure chose à faire, c'est un peu comme vous achèteriez, je sais pas, une pompe à perf, un nouveau microscope. Là, c'est facile avec le numérique. Vous avez l'occasion, en fait, tout simplement de tester chaque outil pour voir si ça correspond à votre usage, ce que ça fait, comment ça marche, combien ça coûte aussi, même si je pense que sur le coût, quel que soit le coût des différentes solutions, ça les vaut sans problème vu le temps et le confort que ça fait gagner. Donc oui, testez. Voilà, ces 3 solutions-là dont je vous ai parlé, testez-les, voyez comment ça marche, à quel point et comment ça peut fonctionner. Après, je pense que ça pourrait peut-être être un sujet réabordé dans un prochain webinaire, parce que les scripts, c'est presque un sujet en entier. Je pense qu'il y a l'usage et il y a comment on révolutionne peut-être nos façons de pratiquer avec ces outils-là. Ce que je veux dire par là, je vous témoigne de où on en est chez nous, chez Anikun, dans mes 2 cliniques. Il y a un usage essentiellement par 2 associés pour des activités plus spécialisées, on va dire, même si elles ne sont pas spécialistes, mais en échocardio et en dentisterie. Mais on n'a pas encore sauté le pas de le faire pour toutes les consultes tout le temps, comme certains confrères, consoeurs avec qui je discute ont fait, où je pense que là, il y aura des effets hyper intéressants en termes d'observance, parce que comme ça sort des comptes rendus pour les clients qui sont très précis dans les indications et les recommandations, on devrait avoir des choses. Et je pense aussi qu'on aura des choses sur tout ce qui est litige, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un compte rendu écrit est envoyé à chaque fois qu'il y a une interaction, on va dire, c'est plus compliqué pour un propriétaire de pouvoir dire on ne me l'a pas dit ou ce genre de choses, quoi. Voilà, je vois Seb, effectivement, tu étais au symposium, donc toi, tu es déjà convaincu. Des scripts intégrés, je vois Olivier. Il y a des scripts intégrés à certains logiciels de clinique. Est-ce que tu peux préciser, Olivier, peut-être, est-ce que c'est une question, une remarque et de quoi tu parles pour que je comprenne mieux? Tu parles peut-être des scribes intégrés à certains logiciels de clinique. C'était ça ta question, je pense. Donc oui, il y a des intégrations qui sont en train de se faire. Je pense à HVC Premium qui est intégré à GMVet à ma connaissance. Et puis, pas mal d'autres, c'est HVC Premium qui est en train de s'intégrer à GMVet. Je pense que voilà, les gros, de toute façon, c'est un peu ce qui se passe aux États-Unis. Les gros acteurs qui sont suffisamment pertinents, qui arrivent à se développer suffisamment, qui ont des ressources aussi, ça compte. Je vois chez Covette, la première fois que je discutais avec eux, ils étaient 30, maintenant ils sont 100. Donc ça joue aussi. Et les autres se développent aussi en France. Et donc voilà, ces acteurs-là, assez légitimement, ils vont réussir, voilà. Comme tu dis, Nicolas, tu es au courant, donc merci pour l'info. Comme quoi, c'est bien d'être dans ces webinaires Veto Network. Il y a peut-être des petites exclus. Voilà, GMVet qui va intégrer Vetelai et probablement Covette. Alors,
Olivier, tu dis j'utilise Covet, ça va faire double emploi. Non, ça va pas faire double emploi. En fait, ce qui va changer, c'est quand on dit que c'est intégré. Quand on dit que c'est intégré, ça veut dire que il peut être présent dans le logiciel ou communiquer avec le logiciel. Ça veut pas dire tu auras toujours un abonnement. Après, simplement, tu l'utiliseras à l'intérieur du logiciel et c'est ça qui sera intéressant. Ce qui sera intéressant avec l'usage des scribes à l'intérieur du logiciel, c'est qu'actuellement, quand vous ouvrez un scribe à l'extérieur de votre logiciel, bah, vous êtes obligé de remettre des éléments de contexte. Là, probablement, si c'est bien fait, en fait, le script pourra aller depuis le dossier de l'animal, prendre tous les éléments d'information de l'animal et ensuite vous faire un compte rendu de ce qui se passe en consultation en tenant compte aussi de ce qui est déjà dans le dossier. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, Olivier, par rapport à ça. On voit, hein, je vous l'ai dit hein, pendant le webinaire, c'est l'outil peut-être le plus excitant technologiquement de toute l'histoire de la tech veto, parce que tout de suite, il y a quelque chose qui fait qu'on gagne du temps, qu'il y a des usagers. Pour Cyril, HVC au Covet, bah écoute, j'en sais rien. Encore une fois, faut essayer franchement, je connais les deux solutions, les deux fonctionnent bien. C'est vraiment aussi une question d'usage et de voir, de voir ce qu'il en est. Après, voilà, c'est sûr que c'est comme dans tout, tu as des gros acteurs qui ont certaines capacités. Ça ne veut pas dire que les acteurs plus petits en taille en ont moins, en tout cas à tenter. Voilà, c'est à te faire ton idée et au pire, si tu veux, on se rappelle et tu me reparleras. Je vois Emmanuel, la cytologie par IA. Et oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, pour dire à tout le monde qui lit peut-être pas le chat, Emmanuel Bensignor, donc confrère et éminent dermatologue, donc forcément intéressé par la cytologie, d'autant plus que les cytologies IA promettent en tout cas de pouvoir faire de la cytologie en dermatologie. Où tu dis voilà, que c'est censé être un examen complémentaire. Alors, je pense qu'il y a plusieurs usages de la cytologie ou en tout cas de l'imagerie en IA pour tout ce qui est sous un microscope. Il y a tout ce qui est en coproscopie où je pense que le côté systématisé va venir parce que ça sera aussi lié à l'usage des antiparasitaires en fait. Et je pense que de la même façon qu'on peut de moins en moins utiliser n'importe quel antibiotique, on pourra de moins en moins utiliser n'importe quel antiparasitaire sans faire la démonstration de l'intérêt de l'utiliser. Et après, sur le reste, oui, je suis d'accord avec toi que si c'est balancer des lames partout, là, pour l'instant, des usages que j'entends en cytologie, c'est vraiment en appui d'une volonté d'examen complémentaire, en tout cas pour tout ce qui est sédiments urinaires, cutanés, masse aussi, hein, puisque maintenant ils ont sorti la fonctionnalité ponction de nodules cutanés, enfin de masse cutanée et de ganglions, donc qui a priori se fait pas comme ça parce qu'on en a envie à chaque fois. Donc pour l'instant, on est pas mal, mais on est d'accord que quand on a un outil aussi facile que ça, on aurait plutôt envie de faire ça, quoi. Donc, je pense qu'on a été au bout des questions. Bah, j'espère que ça vous a intéressé. Vous êtes restés assez nombreux assez longtemps et on est dans le temps. Donc, comme je vous le disais, ce webinaire sera disponible en replay si vous voulez le partager avec d'autres personnes pour leur montrer. Et puis, je vais faire mon petit tirage au sort. Donc, vous aurez aussi un email de newsletter pour vous prévenir que le webinaire est dispo. Et dedans, vous aurez le lien vers le petit dossier spécial où il y a des rapports US et tout ça. Merci à tous. Merci à ceux aussi. Le chat a été assez animé, partagé avec des usages. En fait, c'est ça qui est chouette. On voit que maintenant, tout le monde s'empare au quotidien de ces outils et que ça vit et que ça avance. Donc, voilà, on a un monde veto technologique plutôt dynamique. Donc, je pense que j'aurai d'autres sujets. Merci à toutes et tous. Et puis, donc, je vous dis, vous avez voté. Je pense qu'on reparlera de Notebook LM en avril. En attendant, il y aura du podcast, des choses sur LinkedIn aussi. Donc, pas de webinaire le mois prochain, mais on se retrouve en avril pour la suite en live. Merci beaucoup et puis à bientôt.